Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique des Aristochats, un film sorti en 1970 de Wolfgang Reitherman. C'est d'après une histoire de Tom McGowan et de Tom Rowe. Il a coûté 4 millions de dollars, il en a rapporté 55, donc ça a bien marché. C'est un film qui dure 1h18 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Ce sont des chats, désignés comme les héritiers d'une vieille dame parisienne, aux prises avec un majordome qui souhaite bénéficier seul et plus rapidement de cet héritage. Alors c'est un film que j'aime pas tellement, je vous le dis tout de suite d'emblée. C'est un projet qui a été suspendu car Disney lui aussi avait compris le fait que le film n'était pas au top. Et il a été repris à la mort de ce dernier, donc ils en ont profité. Et j'avais déjà écrit ma critique, ça avait l'air pas mal du tout, mais je l'ai perdu. Et donc je suis pas du tout content. Donc le film me tape déjà un petit peu sur le système. Et en plus c'est pas un de mes préférés, donc il risque d'y avoir un peu de mauvaise foi, hein. Je vous préviens tout de suite. Pour beaucoup, les Aristochats et le Disney incontournable et tout ça, c'est vrai que s'il est très plaisant à regarder, mais moi, c'est un petit peu moyen. Alors l'histoire, c'est un petit peu vieillot. C'est des chats qui vont à la campagne, quoi. Ça a son charme, ça plaira aux bambins, mais franchement, dès qu'on a quitté l'âge, c'est vachement limité. Les scènes sont vachement longues parfois. Il y a très peu d'actions qui s'y déroulent. En fait, c'est encore une fois l'utilisation d'une recette préexistante. J'en parlais dans Cendrillon. Il n'y a pas d'enjeu, c'est très inoffensif. C'est une histoire sans réelle tension. C'est une petite balade touristique avec un guide, voilà. Voilà, ces formules qu'on réutilise jusqu'à la saturation totale. Et finalement un manque de prise de risque. C'est vrai que moi qui ai enchaîné tous les Disney pour faire cette rétrospective, ce film n'a aucun intérêt quand on enchaîne les Disney les uns après les autres. Mais aucun. C'est une redite, en quelque sorte, des 101 Dalmatiens et de La Belle et le Clochard. Des rapports de classe, donc de classe sociale. Clairement présenté dans le film, c'est du réchauffé puisqu'on part tout de suite à la campagne, on rencontre les gens de la campagne également. Et ce sont des formules qui sont clairement montrées ici, une pesante impression en fait de simple conglomérat de scènes déroulées les unes après les autres et reliées un petit peu quand même maladroitement entre elles. Le scénario est d'une légèreté coupable. C'est assez horrible en fait. Les personnages, alors les chats étaient d'abord des méchants dans les productions Disney ou de simples figurants, mais maintenant ce sont les héros, ça fait beaucoup de bien. Bon, tous les chats en général sont bof, j'ai envie de dire ça, ils sont bof. Mais même quand j'étais petit, je m'en foutais un petit peu des chats en fait. Voilà, avec les petits trois chatons, ouais, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je m'identifiais pas à eux. J'étais plus intéressé par la petite souris, voilà, qu'on voit pendant 5 minutes dans le film. Et éventuellement, voilà, j'étais un petit peu sensible aux problèmes de classe. Je sentais qu'il y avait justement une différence de dialogue, de parole entre ces chats de riches et Thomas O'Malley, dont je vais vous parler juste après. Mais je me sentais franchement pas dedans, quoi. Alors, comment voulez-vous vous identifier si vous vous sentez pas dans le film? Alors, O'Malley, c'est un espèce de Don Juan félin. Il a un côté bon vivant exactement comme Balou. Je crois même que c'est la même voix en fait. C'est un peu le mythe de la princesse à sauver, ici de la duchesse et de Thomas O'Malley. Afin de mieux rendre compte des émotions des chats lors de la scène finale, les animateurs ont volontairement ignoré les règles de réalisme en faisant s'enrouler les queues de Thomas O'Malley et de la duchesse ensemble, ce qui est anatomiquement impossible. Le Walter, comme il l'appelle, oh Walter, c'est vraiment, oh là là, c'est horrible. Qui la drague, mais dans le film c'est pour ça, mais en vrai c'est pour ça. Alors, on a les scat, enfin des espèces de chats de jazz là. Je ne sais pas du tout pourquoi ils s'appellent comme ça, mais c'est con, inutile, c'est anachronique, mais complètement, puisque le jazz, pour des spécialistes, ne s'était pas créé à ce moment-là et à cet endroit-là. Avec le tout le monde devenir un cat, ça a jamais été une chanson mémorable pour moi, jamais. Mais c'est un truc quand même, tout le monde disait tout le monde devenir un cat, enfin je sais plus comment ça se dit, mais c'est oh mais moi je supportais pas ça, hein. Tout ce que je voulais c'est qu'on leur foute une énorme raclée à ces chats. Et tous les autres humains ils sont bof. Si le notaire il était super sympa, qui est un peu fou, avec la vieille dame elle est très gentille mais elle est aussi très gâteuse. Par contre il y a un personnage que j'ai toujours aimé et je me rappelle, je regarde ce film
uniquement pour ce personnage, c'est Edgar. Voilà. Moi, je trouve que c'est un méchant qui est tout à fait à la hauteur du scénario, c'est-à-dire un scénario où il se passe rien, et donc nous n'avons pas un méchant qui veut contrôler le monde ou je sais trop quoi. Les enjeux sont maigres, et donc le méchant et sa volonté sont maigres également. On parle d'absence d'un méchant d'envergure, c'était le sujet de critique également, mais c'est à la hauteur du scénario, qui n'a pas plus d'envergure. Et dans ce film, Edgar est absolument génial. C'est exactement en fait comme dans Peter Pan avec le Capitaine Crochet pour moi. Ces deux personnages, ces deux méchants, sauvent tout le film, ils sauvent le film Edgar. Il est trop impatient pour avoir l'argent, parce qu'il est aussi âgé que la femme. Mais donc il veut avoir l'argent, donc il s'occupe des chats. Mais en fait il est très gentil, il a juste envie de fric, c'est tout. Voilà, pour certains Edgar est une déception, mais je comprends vraiment pas pourquoi. Bien sûr, il n'a pas la capacité ni l'envergure des méchants légendaires de Walt Disney, mais ce qu'il est guère mieux que Cruella qui veut se faire un manteau de fourrure ou Shere Khan qui veut juste manger un gamin. Voilà, je veux dire, c'est à la hauteur du scénario. S'il n'y a rien d'autre, le méchant, il fait ce qu'il peut. Et ce mec, mais moi, surtout l'animation, mais cette espèce de vieux papy là, moi j'adore. On a Napoléon et Lafayette, deux homos. Non mais il y a franchement des trucs vraiment n'importe quoi. À un moment c'est sexuel quand l'autre il dit chaud douillet quand il est en train de toucher l'autre, enfin c'est n'importe quoi. Il y a de super bons moments avec eux, ils sont très réussis en fait. Ces deux chiens sont super attachants et la scène avec ces deux chiens voilà qui s'en prennent au majordome, ça a tellement plu à la production qu'ils ont modifié le scénario pour en faire une deuxième avec le majordome qui doit revenir à la ferme pour reprendre son parapluie. Et les deux chiens font ainsi une seconde apparition. C'est des espèces de militaires avec une idée un peu obsessionnelle selon laquelle tout envahisseur doit être repoussé, provoque un effet comique et c'est ultra bien ces scènes. Je veux dire, il y a un moment où bien sûr le majordome Edgar il a une moto et donc la moto elle rentre dans l'eau et après elle fait des tournoiements avec le pont et c'est énorme comme ça. Et le son, mais c'est un truc, oh là là, mais il faut vraiment, s'il y a un truc à retenir de ce film, c'est ces deux scènes-là. Elles font rire, elles sont géniales. Il y a même un peu de suspense parce qu'on a envie que Edgar En fait, moi je m'en foutais des chats. Moi je voulais qu'Edgar il ait son pognon. Voilà, moi j'étais comme ça. Moi je voulais qu'Edgar il réussisse parce que le mec il est tellement sympathique. Il y a aussi donc cette petite souris dont je parlais qui est aussi super sympathique. En fait elle prépare Bernard et Bianca. Elle m'intéressait plus que les chats. Je m'inquiétais en fait plus pour elle que pour les chats snobs, parce qu'en fait c'est ça, c'est des chats de riches qui ne foutent rien de toute la journée, parce qu'honnêtement c'est ça. Ah oui, il y a aussi un truc que je trouvais complètement con, ce sont les oies, les anglaises, qui n'arrêtent pas de parler, c'est ultra insupportable avec l'oncle oie bourré, mais quelle idée! Quelle idée! Ces oies sont complètement inutiles, c'est un truc débile, voilà. Ces oies, c'est un truc débile. Elles ne servent à rien. Elles ne font pas avancer l'intrigue. En fait, c'est comme Napoléon et Lafayette, mais au moins chez eux, ça marche. En fait, là, c'est faussement de l'anglais, c'est du français anglais en fait, c'est du français mais avec un ultra accent anglais. Ça étire en fait le film pour en faire un long métrage, tout simplement. En enlevant les musiques, voilà, on pourrait couper et on ne verrait pas du tout la modification. Si on enlevait tout ce passage-là avec les oies, le film n'a pas besoin de ce passage. On aurait pu, en enlevant des tonnes de parties, faire un moyen métrage qui aurait du peps. Ça, c'est certain. Bon, j'ai assez parlé des personnages, parlons un petit peu de l'animation. Elle a duré 4 ans, avec plus de 300 000 dessins, il y a 900 décors, à peu près 200 personnes qui ont travaillé dessus, avec bien sûr ce procédé Xerox de la reprographie. C'est un film avec des ambitions artistiques un petit peu moins prononcées que généralement chez Walt Disney. Mais ici, ils ont bien voulu mettre des éléments cartoonesques. La poursuite, voilà, dont je parlais avec Edgar, et ses bretelles aussi, c'est très comique, le passage avec les bretelles. Et on reprend des plans avec, par exemple, un moment, il y a O'Malley qui prend un des chats dans la bouche et qui l'amène à la duchesse qui est sur un camion. Et bien, c'est exactement les mêmes plans que, je crois, Pongo, avec un de ses chiens
vers la fin du film des 101 Dalmatiens. On a malheureusement aussi pas de caméra multiplane, qui était aussi un peu la marque de fabrique de Disney. Bah ici c'est pas le cas, donc c'est vraiment un petit film avec une animation qui n'est pas super soignée, mais c'est aussi, on a l'impression que c'est brouillon parce que c'est la xérographie qui donne cette impression. Ce n'est plus à l'encre. Il y a des petites fautes d'animation et bien sûr on a des anachronismes, j'en parlais, mais il y a aussi voilà, les hippies et tout ça, donc on a des chats hippies. Mais par contre, ce qui était très très bien, c'est que ce film a eu un impact dans les relations franco-américaines, un impact dans une période de réchauffement des relations, avec un succès aux États-Unis comme en France, et donc les jeunes Américains découvraient Paris, les beautés de la France, bien sûr de la campagne, mais c'était très limité à mon avis, et chose qui a été refaite en 2007 avec Ratatouille, qui a aussi beaucoup fonctionné dans le monde, aux États-Unis comme en France, et qui a pu réunir les deux pays, voilà, via une animation, via le cinéma. C'est, je trouve, assez formidable, alors que voilà, il y avait des complications avec ces guerres en Irak et tout le bazar. Et donc voilà, les films peuvent nous réunir, ce qui est aussi le message de ce film-là, finalement. La mise en scène, elle est très influencée, je trouve, par les 101 Dalmatiens. C'est sympa, mais il y a beaucoup de blabla. C'est un peu ça. Et la musique est sans plus. Alors, la musique, elle est à la hauteur de ce qui se passe. C'est comme tout dans ce film. S'ils avaient fait un scénario un peu plus poussé, ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, épique. On n'est pas dans La Belle au bois dormant, mais quelque chose d'un peu plus poussé. Il y a un manque d'imagination artistique et d'ambition technique, avec d'immenses apartés. Enfin, je m'arrête sur les moments qui traînent. Et en fait, ce film témoigne d'un studio qui perd peu à peu tout sens de l'innovation. L'imagination est mise au placard. Et ce n'est pas Robin des Bois qui va remonter le niveau, hein. Vous allez voir quand je vais arriver à ce film-là, hein. Alors, pour conclure, dans Les Aristochats, il y a de quoi faire plaisir aux enfants et aux adultes. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'il est marquant quand on est arrivé à l'âge adulte ? Franchement, non. Enfin, pour moi, en tout cas. Par rapport à mon ressenti de l'époque, franchement, ce film me laisse un peu de marbre. Mais je suis très attaché à la VF. Faut dire que la VF, elle est bien imprimée, les voix surtout des humains, mais c'est pas la faute des Aristochats si les 101 Dalmatiens sont plus connus et que les Aristochats arrivent toujours en seconde, voire même en troisième position après La Belle et le Clochard. Il y a de la nostalgie qui peut l'emporter, mais chez moi, la nostalgie est très limitée. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme note ? Je pourrais lui mettre un... J'allais dire un 12,5, mais... Non, je vais lui mettre un 12,5. Un 12,5 sur 20. Voilà, pour moi, cette période égale léthargie. C'est un déclin total dans les années 70, avant les années 80 qui vont commencer à se chercher. Voilà, les années 80, on se cherche. Et on va retrouver un peu le souffle. Parce que, bien sûr, il va y avoir un renouvellement du sang artistique et créatif. Alors, avec la mort de Walt Disney, les artistes du studio deviennent un peu orphelins. C'est ce que j'avais dit dans le livre de la jungle. Roy Disney, le fils, privilégie alors les projets de parcs d'attractions et les artistes ont peur justement de la fermeture du studio qui est délaissé. Mais après le succès du livre de la jungle, Wolfgang Reitermann profite même de l'occasion pour prendre naturellement le leadership. Et il s'appuie pour cela sur l'aide des autres 9 monsieur, travaillant encore pour les longs métrages d'animation, c'est-à-dire John Lounsbury, Milt Kalt, Frank Thomas, Eric Larson et Ollie Johnston. J'en avais déjà parlé, je crois, dans Cendrillon. Mais c'est bien sûr un frein à la créativité et une entrée dans un conservatisme artistique, créatif, scénaristique. Donc je voulais aussi terminer cette critique avec cette petite information. Nous allons entrer dans les méandres. Non mais vraiment, avec ce qu'a fait Reitermann, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de stagner. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je vais pas m'arrêter de faire des critiques pour autant. Je vais continuer jusque dans les années 80, 90, 2000. Donc nous allons avoir une remontée fulgurante de Disney à travers de formidables films d'animation. Donc je vous invite à me suivre dans cette épopée qui va prendre le temps qu'elle prendra. Je veux pas me presser, je vais vous faire de bonnes critiques, bien complète et amusante. N'hésitez pas à poster des commentaires si le cœur vous en dit, si vous avez des choses à dire sur le film, sur mon avis également. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!